permettre de mettre en évidence les constituants fondamentaux des systèmes et ensuite donc les relations de causalité entre les différents signaux, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Alors voilà, je vous laisse réfléchir, donc je dirais 5 minutes de votre côté à ces 3 questions-là. Après, on fait un petit bilan. Dans l'intervalle, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser donc, dans la fenêtre de conversation. Voilà, donc c'est parti.
Ok, donc par rapport à la première question, donc QS de T, donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est un signal qui va avoir une influence sur la sortie qu'on souhaite contrôler, donc Y de T, mais sur lequel, quelque part, nous, on n'aura aucune influence. On est obligé de le subir, en fait, parce qu'on ne sait pas du tout quand ça va se produire, on ne connaît pas du tout quelle va être la valeur effective de ce débit de sortie. Donc, comme on le subit et que ça a une influence sur la sortie, on parle de perturbation. Donc, cas typique aussi, c'est si la cuve avait été une cuve ouverte, donc soumise aux intempéries comme la pluie, etc. Bon, ben, clairement, la pluie aurait modifié le niveau d'eau dans la cuve. Bon, en fait, on pouvait la prévoir qu'avec une certaine incertitude, par exemple. Donc là, on est vraiment aussi dans le cas d'une perturbation. Donc, c'est ce qu'on peut noter là. Donc, on peut dire que c'est une perturbation. C'est le terme consacré hein, pour tous ces signaux sur lesquels on n'a pas d'influence, mais qui, eux, influencent la sortie. On parlera toujours donc de perturbation. Alors ensuite, concernant l'expression sous la forme donc, d'une intégrale, ben, tout simplement, il faut considérer le débit net volumique qui va rentrer donc, dans la cuve. Donc, ce débit net, en l'occurrence, ce sera la différence entre le débit entrant et le débit sortant, donc QE moins QS. Et ensuite, comme il s'agit de débit volumique, il suffira donc de les intégrer pour obtenir le volume contenu dans la cuve. Donc ça, sous la forme intégrale, on peut l'écrire donc, simplement comme ceci. V de t, c'est égal à une intégrale. Donc on va partir donc, ici de t égale 0, de 0 pardon, jusqu'à la valeur t. On va considérer qu'on a affaire à une cuve vide au tout début. Donc on va faire la différence entre le débit entrant QE moins le débit sortant QS. On va intégrer par rapport à la variable muette x. Ok, donc ça, ce serait pour l'expression du volume donc, contenu donc, à l'intérieur de la cuve à l'instant t, donc considéré. Donc l'expression intégrale qu'on recherchait. Alors maintenant, concernant donc, le schéma bloc, alors c'est l'occasion de compléter un peu la représentation. Donc, classiquement, si vous vous rappelez, en fait, quand on parle schéma bloc, implicitement, ce qu'on représente dedans sont des fonctions de transfert. Et comme c'est des fonctions de transfert, on va commencer à parler donc, des transformés de Laplace des signaux temporels qu'on utilise. Donc, les signaux temporels qu'on utilise, on a déjà identifié le débit entrant, donc QE de T, donc lui correspondra QE de P en Laplace. Le débit sortant, donc grand QS de P qui correspond à QS de T. Et ensuite, donc, la sortie, donc Y de T, donc, auquel correspond grand Y de P. Et donc le volume qu'on vient donc d'exprimer ici, donc précédemment. Alors, ce dont il faut se rappeler, donc c'est tout bête, hein, c'est la relation qu'il y aura entre le volume de fluide contenu dans la cuve et la hauteur de fluide. Donc, comme on a affaire à une cuve de section constante, hein, donc dans l'énoncé, il suffit de diviser ce volume par la section et on a donc la hauteur de fluide recherchée. Donc, en termes de schéma bloc, donc la manière dont ça va se traduire, par exemple, ce sera donc la suivante. Alors, vous avez donc le fameux schéma bloc, donc c'est l'occasion de rappeler un petit peu donc, les constituants d'un tel schéma. Alors, en premier lieu, il faut qu'on calcule le débit net, donc volumique qui va rentrer dans la cuve. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait la différence QE
moins QS en utilisant ce petit symbole-là qui est un soustracteur, une entrée plus, une entrée moins. Donc, ce qui est généré comme signal ici en sortie, c'est QE moins QS. Ensuite, on a dit que ce débit net, il fallait l'intégrer. Donc, l'opérateur d'intégration, tel qu'on le représente sur un schéma bloc, c'est l'opérateur, entre guillemets, 1 sur P, puisque ça correspond au fait d'intégrer par rapport au temps ici. Voilà. Et ensuite, donc, le volume qui apparaît là, on a dit qu'il fallait le diviser par la surface, enfin, par la section de la cuve pour avoir la hauteur recherchée, ici. Donc, V de P, Y de P. Donc là, j'ai mis 1 sur surface pour éviter qu'on confonde avec, enfin, si on avait mis 1 sur S, avec le S qui est parfois aussi utilisé comme variable de la place. D'accord? Donc là, voici ça c'est le schéma bloc, comme on dit, qui représente mon système. Donc là, on va dire en boucle ouverte, parce que je n'ai pas encore rajouté de loi de commande pour réaliser la régulation de niveau. Donc, en gros, c'est le système tel qu'il est avant de mettre en place ce qu'il faut pour le commander. Alors à ce stade, ce qui vous est demandé donc, dans la question 4, c'est essayer de bricoler un petit peu avec Python donc, pour tenter de tracer la réponse indicielle de ce système-là en boucle ouverte. Okay, donc là, il faut regarder donc, ce qui est donné en annexe. Alors, dans la démarche, pour calculer la réponse indicielle, vous allez voir que la librairie CP le propose donc une fonction, enfin, une sous-partie qui s'appelle signal. Et dans signal, on a la fonction step. Alors, la fonction step permet de calculer la réponse indicielle, donc la réponse à l'échelon recherchée. Alors, ce dont a besoin la fonction step, c'est l'expression de la fonction de transfert. Donc, on veut calculer la réponse indicielle. Donc, il faut, à un moment donné, calculer la fonction de transfert correspondant à tout ça. Alors, pour que ce soit possible de parler de fonction de transfert, donc pour calculer cette réponse indicielle, on doit supposer que le débit de fuite, il est égal à 0. C'est ce qui vous est dit ici. On vous dit, donc, en supposant un débit d'entrée constant, et un débit de fuite nul. Donc, ici, ça n'existe pas. Donc, tracer la réponse indicielle. Donc, comme QS n'existe plus dans ce cas-là, on peut bien parler de la fonction de transfert entre Y de P et QE de P. Donc, pour calculer la fonction de transfert avec la librairie signal en fait, de CP, donc, il faut utiliser donc, la fonction qui s'appelle transfer function, qui permet en fait voilà, d'avoir l'équivalent numérique de la fonction de transfert. Et ensuite, ça, on la passe à step. Donc, step calcule la réponse indicielle. Et ensuite, il faudra pouvoir la représenter. D'accord? Donc, avec un petit tracé donc, sympa. OK, donc je vous laisse regarder ça de votre côté 5 minutes. Hein. Donc, pareil, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser donc, dans la fenêtre de conversation. Et normalement, toutes les indications utiles, que je dirais suffisantes, elles vous sont données en fin d'énoncer dans l'annexe. Comme j'ai tout à l'heure, si vous avez l'habitude d'utiliser Scilab ou MATLAB, vous pouvez tout à fait aussi donc, tracer cette réponse initiale avec ces deux outils. Il n'y a pas de problème. Voilà.
Alors, pour la partie donc, tracée de la réponse indicielle avec Python, donc, je vais vous mettre au fur et à mesure donc, les petites lignes de code qu'il faudrait taper dans la fenêtre de conversation en, fait, en expliquant un peu au fur et à mesure. Alors, de prime abord, donc, il faut charger donc, les librairies donc, qui vont bien. Okay, donc, premièrement, alors, il y en a quelques-unes en fait, si on détaille un petit peu plus. Donc, si vous voyez donc, dans la conversation après, voilà, il faut peut-être remettre en forme les tabulations sous Python, sinon ça ne marchera pas et ça rend fou. Voilà. Alors, l'idée. Il faut commencer donc, par apporter donc, CPI. Et donc, la partie qui va être intéressante dans CPI, c'est, je dirais, le module signal, pour la partie donc, traitement du signal. Ensuite, pour la partie donc, liée à la manipulation des quantités vectorielles, etc., en fait, c'est NumPy qui est utilisé. Finalement, tout ce qui va être la série de données qui va être générée par les fonctions, par les coefficients de fonction de transfert, etc., c'est des arrays en fait, NumPy. Donc, on importe aussi math, on en a besoin, en fait, on a besoin de la constante pi à un moment donné, donc ça peut être utile. Et donc, la toute dernière entrée que vous pouvez voir dans la fenêtre de conversation, c'est juste pour faire des figures, donc des tracés graphiques sympas. Donc, la librairie, c'est Matplotlib. C'est histoire de faire des graphiques un peu à la manière de MATLAB. Okay, donc là, on importe en fait la sous-partie Pyplot, donc, qui est utilisée là-dedans. Donc ça, c'est la première étape, c'est importer donc, les librairies qui vont bien. Ensuite, on peut définir des variables qui vont contenir les constantes, les paramètres en fait, du problème. Donc, en l'occurrence ici, donc, le paramètre important, c'est la section de la cuve. Donc, ce qu'on peut définir, c'est une variable, par exemple, D, grand D, donc le diamètre de la cuve en mètres. Donc, si vous regardez donc, en fin d'énoncé avant les annexes, on vous indique que la cuve fait 40 cm de diamètre. Et à partir de là, donc, on peut calculer donc, sa section, on fait donc pi d2 sur 4. Voilà. Et donc, on a la section de la cuve. Donc là, ça reste des choses bien connues normalement. Ensuite, là, on va commencer à utiliser donc, la librairie signal. C'est pour calculer la fonction de transfert associée à notre cuve, donc, compte tenu du schéma qu'on a fait précédemment. Alors là, c'est un peu plus particulier. Donc, si on regarde, alors, comment ça marche? Donc, la fonction utilisée, c'est transfer function. Et ensuite, si on regarde les paramètres qui sont passés à transfer function, vous voyez, donc, il y a deux listes en fait, qui apparaissent. En fait, ces deux listes sont plutôt considérées comme des unpairées. Donc, la première, ça va donc, contenir les coefficients donc, du numérateur de la fonction de transfert, donc, organisé par puissance de P descendante. Donc là, j'en ai qu'un. Donc, ça veut dire que ce que je vais trouver au numérateur donc, de la fonction de transfert, ce sera juste donc, la constante 1. Okay, donc, le deuxième paramètre, c'est pareil, c'est les coefficients donc, du dénominateur de la fonction de transfert par puissance de P descendante. Donc, ici, j'ai deux coefficients. Ça veut dire que j'ai ici comme premier coefficient donc, le coefficient de P. Donc là, je vais écrire que j'ai S fois P plus après 0. Donc la constante 0. Donc j'ai bien quelque chose qui va correspondre à 1 sur S fois P. Donc ça correspond bien à la fonction de transfert donc, de mon système. Donc là, l'erreur classique, ce serait d'oublier donc, de mettre ici le 0. Là. Donc ça vous donnerait juste la constante S et ça ne marcherait pas du tout. Okay, donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour transfer function, on donne deux listes de coefficients. Donc, les premiers, c'est les coefficients du numérateur et la deuxième, c'est les coefficients du dénominateur. Okay, et à partir de là, donc, on pourra faire des choses de type réponse initiale. Donc, en dessous, le print, enfin, c'est juste pour tracer, pour écrire donc, la fonction de transfert telle que la manipule donc, la librairie signal. Alors ensuite, maintenant qu'on a la fonction de transfert, on va tenter de tracer sa réponse initiale. Alors pour ça, réponse initiale, c'est une réponse en fonction du temps. On a besoin de définir une échelle de temps. Okay, donc c'est à ce stade-là
que va intervenir la librairie, donc NumPy. Alors, je m'explique. La réponse initiale qui est calculée, en fait, elle a besoin des dates auxquelles il faut calculer la réponse initiale. Donc, on va devoir y passer une échelle de temps, avec a priori donc, des instants régulièrement espacés. Donc, pour faire ça, donc, sous NumPy, il y a la librairie, enfin, il y a la fonction, pardon, donc linspace, donc, si vous voulez dans la conversation. Donc, linspace, ses paramètres, c'est une première valeur, c'est la valeur initiale. Le deuxième paramètre, c'est la valeur finale qu'on souhaite attendre. Ici, donc, durée. Et ensuite, donc, c'est le nombre de points que doit constituer donc, la série de valeurs générée. Donc là, ici, 1000 points. Okay. Donc là, ce qu'on a défini, c'est une durée donc, de 10 secondes. Donc, on a bien durée égale 10. Donc, ce qu'on va appeler temps ici, ce sera une suite de valeurs donc, contenues dans une nth array. Donc, dans la première, ce sera 0. La dernière sera 10 et qui va contenir 1000 éléments. Donc, approximativement, on aura donc, des éléments séparés d'un centième de seconde. Donc là, au passage, on précise qu'on veut un débit entrant QE donc, de 5 litres par seconde, donc 510.3 mètres cubes par seconde. Okay. Ensuite, on n'a plus qu'à calculer alors, la réponse indicielle du système. Donc là, on fait appel à la fonction step de signal de cette manière-là. Donc là, on a écrit underscore, donc virgule, y1 égale signal.step, etc. Le underscore, c'est parce que step, lorsqu'on l'appelle, renvoie deux choses. La première chose qu'il renvoie, c'est l'échelle de temps. Et en fait, on l'a déjà, donc on n'en a pas besoin. C'est pour ça qu'on met l'underscore, en fait, c'est une sorte de placeholder, en fait, de poubelle pour le retour dont on n'a pas besoin. Donc, virgule y1. Donc là, ce sera la suite de valeurs qui vont correspondre à la réponse indicielle. Donc, égal signal.step, etc. Et là, vous voyez, pour préciser l'échelle temporelle qu'on utilise, on doit nommer donc, le paramètre t. On dit que grand T, c'est égal à temps, le temps qu'on a défini plus haut. Voilà, donc grâce à ça, en retour, Y1 va contenir la suite de valeurs correspondant à la réponse indicielle de mon système. Alors, petit point important, c'est que step, donc cette fonction-là, va considérer qu'on a affaire à un échelon unitaire, donc un vrai échelon d'amplitude égale à 1. Voilà. Et donc, si on veut tracer donc, la réponse indicielle avec la bonne échelle, il ne faut pas oublier de mettre à l'échelle, donc de multiplier le Y1 qu'on a récupéré par la valeur donc, de l'échelon qui est finalement mon débit entrant. Donc ici, on a un Y1 égale QE fois Y1. Voilà. Et ensuite, donc, il n'y a plus qu'à tracer. Donc, pour tracer, on va utiliser donc, Pyplot de Matplotlib. Et donc, la séquence d'instructions à rentrer, ce sera la suivante. De suite. Alors, premier truc, on écrit donc plt donc .plot, plot. Donc, le premier paramètre de plot, c'est les valeurs qu'on met en abscisse, donc ce sera temps. Deuxième, ce qu'on met en ordonnée, donc les valeurs de la réponse indicielle. Et troisième paramètre, on nomme color en disant que c'est la couleur verte. Ensuite, on peut agrémenter le graphique des noms d'échelle en X et en Y. Donc, c'est le rôle de X label et de Y label. Et ensuite, on peut donner un titre à la figure. Ce sera ici réponse indicielle boucle ouverte. Alors, les graphiques ne sont vraiment réalisés que lorsqu'on fait appel en fait, à plt.show. Okay. Et donc, à partir de là, on verra donc, le graphique se tracer. Et donc, si vous avez fait quelque chose donc, comme ceci, donc, ce que vous devriez observer, donc, ce serait ceci. Voilà. Donc là, il n'y a rien de bouleversant, hein. C'est juste pour apprendre à tracer une réponse indicielle. Ce qu'on constate, c'est conforme à ce qu'on pouvait s'attendre. J'ai un débit constant qui vient alimenter donc, une cuve de section constante. Donc, si je m'intéresse au niveau, ben, le niveau va croître donc, linéairement en fonction du temps. Okay. On voit ici qu'au bout de 10 secondes, approximativement, on a atteint donc, une quarantaine de centimètres donc, de fluide donc, dans la cuve. Voilà. Donc maintenant, pour revenir un petit peu à un problème plus orienté
automatique. Donc, on va tenter de mettre en place donc, la régulation de niveau dans la cuve. Alors, qui dit régulation, quelque part, dit mesure. Donc, on a besoin de mesurer le niveau, donc on a besoin d'un capteur. Donc, pour faire simple au début, on va imaginer que le capteur qu'on utilise pour le niveau, ça va se ramener à une simple constante multiplicative. Donc, on a le niveau en entrée, et après en sortie de capteur, donc on a l'image de ce niveau, juste en faisant une multiplication par une constante, donc Cnive. Alors au niveau donc, de l'entrée de ce capteur, on a un niveau en mètres, et donc ensuite on a une tension, ce sera quelque chose de plus simple à manipuler pour faire une régulation. Donc on a des volts. Donc la première question, donc je dirais bête, qui est posée, mais il faut se la poser, ce sont les unités de Cnive. Donc la constante Cnive qui correspond au capteur, en entrée j'ai des mètres, en sortie j'ai des volts. Donc forcément, les unités correspondantes, ce sera donc des volts par mètre. On peut déjà le mettre, donc il s'agit de volts par mètre. Des volts. Voilà. Donc ça, c'est tout bête. Alors, une question qui n'est pas plus compliquée, okay, mais bon, il faut s'imaginer la scène, c'est-à-dire, là, ce qu'on veut asservir, en fait, c'est un niveau. Donc, un niveau de cuve, donc c'est l'objectif à atteindre, ce sont donc des mètres. Okay. Là, on vient de voir que au niveau de la régulation, on va prendre un capteur qui va délivrer une tension par rapport au niveau. Okay. Donc, ce qu'il faut pour que ce soit compatible, c'est que l'objectif auquel pense en fait l'opérateur quelque part de la cuve, donc qui est en mètres, sera traduit en volts. Donc, pour faire ça, on va utiliser là aussi une constante multiplicative qu'on appelle donc grand C. C'est finalement un gain de conversion qui permet de passer, je dirais, des unités du problème initial en des unités qui soient gérables par le système de contrôle, en fait, en l'occurrence, donc des volts. Okay. Donc là, la question qui est posée, cette constante multiplicative, quelle doit être donc, son unité? C'est pareil. En entrée, j'ai des mètres, l'objectif en mètres. En sortie, il me faut des volts. Donc forcément, l'unité de la constante grand C, ce sera aussi donc, des volts par mètre. Okay. Ensuite, le point suivant pour la question 7. Voilà. L'idée, c'est de demander pourquoi est-ce qu'un montage potentiométrique permettrait de réaliser donc, concrètement l'opération de conversion de la question 6. Okay. Alors pour répondre à ça donc, rapidement, l'idée, c'est de dire que vous avez, par exemple, un système avec des graduations. Donc, on a, par exemple, un bouton gradué. Et sur les graduations, on aurait les indications donc, de la hauteur à atteindre en mètres. Par exemple, de 0 à 1 mètre. Donc, l'opérateur, la personne qui sert du système de régulation, il suffit de positionner l'index du potentiomètre sur la valeur voulue, sur la graduation souhaitée. Et finalement, en interne, donc le montage par nature, par la conversion entre l'angle, donc la graduation, en une tension. C'est pour ça qu'on dit que dans ce cas-là, le montage potentiométrique, ça peut être une bonne idée si on envisage des technologies analogiques. Okay. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que si je prends un potentiomètre rotatif, par exemple, vous avez donc des graduations qui correspondent en fait à un angle. Cet angle va correspondre en fait à une tension, donc du fait du montage potentiométrique. C'est bien finalement l'effet recherché. Donc là, c'est juste une remarque en passant. Alors, la question 8, pour réfléchir, je dirais un petit peu plus. Alors, on nous demande quelle relation
Donc, il faut qu'il existe en fait entre C et CNIV. J'ai deux constantes qui sont toutes les deux en volts par mètre. Donc CNIV, ça correspond à mon capteur de niveau. Je rappelle qu'il fait la conversion entre le niveau en mètres et une tension image du niveau, donc en volts. Tandis que C, ça réalise donc la conversion entre l'objectif que se fixe l'opérateur en mètres et la tension correspondante en volts. Okay. Donc, la question qui est posée, c'est pour que ça marche, pour qu'on ait vraiment l'égalité du niveau donc, par rapport à la consigne qui soit atteinte, quelle relation je dois avoir entre C et CNIV. Alors, une manière de traduire cette question, ça consiste à dire quelle relation je dois avoir entre C et CNIV pour que lorsque j'ai un écart de tension nul entre l'objectif et la mesure, j'ai bien l'égalité entre la consigne de hauteur et la hauteur elle-même. Ça, je vais le noter de cette manière-là. Je vais dire autrement dit. Alors, si on reformule comme ça, l'idée c'est de dire donc, vous avez deux tensions. Donc, une tension qui correspond à l'objectif, la consigne, une tension qui correspond à la mesure. Okay. Donc, quelle relation je dois avoir pour que, lorsque cet écart de tension vaut 0, ben, j'ai bien la situation où vous avez donc, la hauteur de fluide qui est bien égale à l'objectif qu'on s'était fixé en termes de consigne en mètres. On vous donne une minute. Alors, donc, tout simplement, donc, la fameuse relation qu'on doit avoir entre les deux, entre C et CNIV, c'est tout bêtement une relation d'égalité. Alors, pourquoi? C'est parce que si je n'ai pas égalité en fait, entre les deux constantes de conversion, donc, par exemple, si CNIV est deux fois plus grande que C, ce qui va se passer, c'est lorsque on fera la différence des tensions correspondant à l'objectif, donc la consigne, et la tension correspondant en fait au niveau, donc la mesure. Même quand j'aurai en fait, si j'ai 0 volts, malgré tout, en fait, j'aurai un niveau dans la cuve qui va être deux fois plus petit que celui que je voulais. Vous voyez un peu l'idée.
C'est comme si lorsqu'on roule en voiture, on a finalement un compteur donc, qui est faussé, en fait, qui indique une voiture, enfin une vitesse 2 fois moindre que la vitesse à laquelle on roule réellement. Donc, si on suit à son compteur, on dit ben, je vais rouler à 50. Mais en fait, en réalité, on ne roule pas à 50, on va rouler en fait à 100 km/h. C'est un peu le même problème. Donc, il faut que la conversion entre, je dirais, l'objectif et la tension correspondant à l'objectif et la conversion donc, associée à la mesure donc, utilise les mêmes gains. Donc, ça, on le verra d'ailleurs plus formellement quand on va faire les calculs sur les fonctions de transfert. Mais intuitivement, voilà, c'est la relation qu'on doit avoir entre les deux. Donc, ce qu'on doit avoir, c'est l'égalité entre ces deux constantes. Sinon, on aura toujours un écart entre ce qu'on voulait, donc, la consigne, et l'objectif. Voilà. Alors, maintenant, la question suivante. Donc là, on va envisager de mettre en place, donc, élément par élément, notre fameuse régulation de niveau. Donc, le premier truc qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser une sorte d'actionneur. Alors, l'idée, si je remonte dans ce qu'on a fait, vous avez donc sur le schéma le débit entrant. Donc, ce débit entrant, il faudra être capable de le générer. Donc, la manière de le générer en pratique, c'est de venir jouer sur une vanne pilotable ou une vanne commandée, donc qui a un système, je dirais, là aussi usuel. Donc là, on va le résumer à quelque chose de très simple. On va dire que notre vanne commandée, on va la résumer encore une fois à un gain statique, comme celui-là, donc de valeur KV, et qui va être piloté par une tension. Donc en entrée, on aura une tension donc, U de T, et en sortie, donc, ma vanne pilotée va délivrer le débit donc, volumique QE de T, si on parle en fonction du temps. Donc, je reviens à la question. Donc, pour la question 9, ben, on résume cette vanne pilotée à un gain statique, donc KV. Okay, donc, ça génère un débit. Donc, en sortie de ce gain statique, ben, vous aurez des mètres cubes par seconde. Et en entrée, j'ai une tension de commande, donc petite U de T. Okay, donc, c'est la relation linéaire, donc QE de T égale KVI de T. Donc, la question, c'est quelle est l'unité de KV? Ben, tout simplement, comme en sortie, je les mètres cubes secondes, en entrée, je les volts. L'unité de KV, ce sera donc des mètres cubes par seconde et par volt. Ce qui va se traduire de la manière suivante. En fait, des mètres cubes par seconde et par volt, ça me donne aussi donc, des mètres cubes seconde. Ça, c'est les unités de KV. Donc voilà, donc ça c'est pour l'actionneur qu'on va utiliser, donc une vanne. Et ensuite, donc, pour ce qu'on appelle la loi de commande. Alors, comment on va donc, générer donc, la petite tension U de T qui va permettre de piloter l'électrovanne. On peut commencer par quelque chose de très simple. Donc, le très simple en question, c'est ce qu'on appelle une commande proportionnelle. C'est quoi le principe? Enfin, tout simplement, ça consiste à dire que si ouais, en fait, ici, les unités, c'est des mètres cubes par seconde, donc ici, et par volt. Okay. Il manque le moins 1. Hop. Merci d'avoir mis le truc. Hop. Bien. Donc, si je reprends pour la partie commande proportionnelle, donc pour la partie commande proportionnelle, donc l'idée, on a donc deux tensions. Donc une tension qui correspond en fait à la mesure, c'est Y image, enfin Y mesure, pardon. Une tension Y image qui correspond à l'objectif. Donc à partir de là, on vient calculer donc, ce qu'on appelle l'écart.
Alors, on parle plus d'écart que d'erreur, hein, parce que l'écart, ça correspond bien à des différences de signaux, je dirais, de mesure et signaux image. Et donc, la commande proportionnelle, ça consiste à dire que la commande que je vais appliquer à ma vanne ici, ce sera donc quelque chose, une constante grand G, que multiplie ici donc cet écart, donc directement. Donc, intuitivement, ça paraît pas bête parce qu'on se dit que si l'écart est grand, j'aurais tendance en fait à alimenter donc, fortement la cuve. Par contre, à mesure que l'écart se réduit, je vais finalement donc, alimenter de moins en moins, jusque finalement, donc, plus l'alimenter du tout si l'écart vaut 0. OK. Donc là, pareil, encore une petite question au niveau des unités. Donc ici, tel qu'il construit l'écart, donc j'ai une tension image moins une tension de mesure, donc j'ai bien une tension pour l'écart. Et U lui-même, en fait, est une tension. Donc là, pareil, les unités de G, ce sera l'unité de la sortie sur celle de l'entrée, donc volt sur volt. Donc on aura donc, une constante qui va être adimensionnelle. Il n'y a pas d'unité en fait pour G, c'est juste une constante multiplicative. OK. Donc G, c'est adimensionnel. Donc pour la suite, voilà. Donc, arrivé à ce stade, à la question 10, en fait, il faut réussir à recoller donc, tous les morceaux. Alors, je reprends l'idée. Ça, c'est mon système en boucle ouverte. Okay. Là, on vient de dire, on rajoute une vanne pilotée pour être capable de générer donc, la tension, donc, la tension, pardon, le débit entrant, donc QE. Au niveau de Y, on aura un capteur de niveau avec Célive. Et ensuite, il faut générer donc, le signal d'écart. Ce signal d'écart multiplié par G, ça donnera donc, le signal de commande de la vanne pilotée. Donc là, il faut se donner, on va dire, 5 minutes pour réfléchir au schéma bloc du système qui va être muni du système de régulation qu'on vient de définir ici. Okay. Ce qu'on appelle en fait le schéma bloc du système donc asservi, donc régulé avec ce qu'on a proposé ici. Ça marche? Donc, sur la question 11, on va se donner 5 minutes pour tenter de répondre à cette question-là.
Et donc là, c'est pas compliqué non plus. En fait, il faut reprendre juste les éléments les uns après les autres. Parce que l'obtenir, c'est quelque chose qui va ressembler donc à ça. Alors, si on regarde l'intérieur, vous allez retrouver donc, le bloc 1 sur P et 1 sur surface. Donc, ça correspond ici donc, à la partie donc, qui était en boucle ouverte. Donc là, comme indiqué, pour l'instant, on considère qu'il n'y a pas de débit de sortie QS. Donc en amont, on a dit qu'on avait placé donc, la vanne pilotée qui était modélisée par un gain KV. Donc elle, en entrée, elle prend une tension Q et elle va nous générer donc, le débit volumique QE. Okay. À l'autre extrémité, on a donc, le niveau de fluide dans la cuve. Donc ce niveau de fluide il est mesuré par l'intermédiaire du capteur epsilon CNIV, qui est là, et qui va nous donc générer une tension qui va être l'image en fait, du niveau qui est là. Alors cette tension qui arrive ici, il faut la comparer à une autre tension qui va être l'image donc, de la consigne. Donc tout à fait à gauche, j'ai la consigne à penser par l'opérateur quelque part qui est en mètres. Il faut que je convertisse ça, c'était le rôle de C qu'on avait explicité, en une tension que je puisse venir comparer ici avec donc, la tension image donc, du niveau, donc le signal ici de mesure. Donc la différence entre les deux, ça nous génère donc l'écart qu'on a évoqué donc, précédemment. Et c'est cet écart donc, fois du grand G qui va me donner donc, le signal de commande de la vanne. Donc, comme on l'avait dit, normalement la philosophie de cette commande-là, c'est que plus l'écart sera important, plus j'aurai tendance en fait, à remplir donc, la cuve rapidement. Et normalement, à l'inverse, si vous avez donc, un écart qui va être 0 ou proche de 0, on va finalement ne plus remplir quasiment la cuve. Et donc finalement s'arrêter. Alors à partir de là, l'idée c'est d'aboutir à l'expression de la fonction de transfert donc, globale de ce système-là, donc vue entre la sortie qu'on considère donc le niveau Y et l'entrée YC de P. Donc là, on peut procéder en deux temps. Ce qu'on peut déjà faire, c'est calculer la fonction de transfert entre la sortie Y et ici donc la tension image Y image. Okay. Donc, pour calculer donc, cette fonction de transfert-là, il faut appliquer donc, ce que vous connaissez sans doute, qui est la formule de Black. Je vais rappeler après. Donc, en appliquant la formule de Black, vous aurez ici donc, la fonction de transfert entre Y et Y image. Ensuite, si je veux la fonction de transfert globale entre la sortie et YC, il suffira de la multiplier donc, par la constante grand C. Okay. Alors, pour rappeler ce qu'est la formule de Black, donc là, on applique la formule, c'est donc la fonction de transfert qu'on appelle en chaîne directe, divisée par 1 plus la fonction de transfert en boucle fermée. On va rappeler, donc, fonction de transfert de la chaîne directe, divisé par 1 plus donc, la fonction de transfert en boucle ouverte. Alors, c'est quoi déjà donc, la fonction de transfert de la chaîne directe? Alors, tout simplement, vous imaginez que vous parcourez donc, ce qui va se situer entre la sortie du comparateur, où j'ai généré donc, E, et après donc, la sortie du système. Vous allez rencontrer donc, différents éléments, donc G, KV, 1 sur P, 1 sur surface. Et donc, la fonction de transfert de la chaîne directe, c'est le produit de tous ces éléments. Donc, la fonction de transfert de la chaîne directe, ce sera le produit G fois KV fois 1 sur P fois 1 sur surface. Donc, ça, c'est la chaîne directe qui va de la sortie du comparateur à la sortie du système. Et ensuite, pour la boucle ouverte, il suffit d'imaginer que par la pensée, on se déconnecte ici donc, de l'entrée moins. Voilà. Et on va parcourir donc, tous les éléments qui vont aller de la sortie du comparateur ici, voilà, dans la boucle et vers l'entrée moins du comparateur. Donc là, la fonction de transfert de la boucle ouverte, ce sera donc le produit des éléments qu'on va rencontrer. Donc, ce sera G fois KV fois 1 sur P fois 1 sur surface fois CNIV. Donc, en gros, là, dans notre cas, le rapport qui est entre donc, la fonction de transfert de la chaîne directe et la boucle ouverte, c'est juste la multiplication par CNIV, qui est entre les deux. OK.
Et donc, à partir de là, donc en appliquant la formule de Blague en fonction de transfert de la chaîne directe divisé par, entre parenthèses, 1 plus la fonction de transfert en boucle ouverte, nous aurons la fonction de transfert, comme j'ai dit, entre y et y image. Ensuite, le tout fois grand C vous donnera la fonction de transfert recherchée, donc TBF. OK? Alors, on se donne les 5 minutes pour exprimer tout ça. Donc, pareil, s'il y a des questions, n'hésitez pas dans la fenêtre de conversation.
Ok, donc pour ce calcul-là, on peut y aller donc, pas à pas, histoire de bien revoir comment ça marche. Donc, en exprimant par exemple déjà la fonction de transfert en boucle ouverte, en chaîne directe, pardon. On peut dire que alors, pour la fonction transfert de la chaîne directe, donc on fait le produit de tous les éléments qu'on va traverser entre la sortie du comparateur et la sortie elle-même. Ça donnerait ceci. On va appeler par exemple H direct. On fait le produit de G que multiplie donc KV. Ensuite, on va multiplier ça par 1 sur P. Ensuite, multiplié par 1 sur S. On a bien ici pour la chaîne directe, donc G fois KV fois 1 sur P fois 1 sur S. Ensuite, pour la partie boucle ouverte, c'est la même chose, mais multiplié par Cnil. C'est HBO. Donc on multiplie ici par. Après, derrière, donc il faut appliquer la formule de Black brutalement. Là, par contre, si vous le faites, ça vous donnera juste le rapport entre Y et Y image. C'est-à-dire ce rapport-là. Après, donc, Y direct. On suivra plus la fonction de transfert en boucle ouverte. Application directe. Ensuite, on met ça en forme. Donc, je dirais après donc, la mise en forme. On est censé obtenir donc, ceci. Alors,
On va essayer de remettre tout ça en forme. Et normalement, alors, pour cette partie à la fonction de transfert, on aurait 1 sur CNIV divisé par 1 plus S sur CNIV fois G, KB fois P. Alors maintenant, comme on voit la fonction de transfert entre Y et YC, on va multiplier en fait donc tout ça par C. Ça nous donne la chose suivante. Donc là, ce serait TDF par C. En fait, on voit apparaître le C au niveau du numérateur. Voilà. Petite différence. Alors, pour revenir, vous voyez, donc l'expression, donc ça, c'est pas n'importe quoi. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, c'est une fonction de transfert particulière. C'est ce qu'on appelle en fait un premier ordre. Donc, de la forme, donc c'est K divisé par 1 plus P. Quelque chose de classique et d'utile aussi. Donc, K, c'est ce qu'on appelle le gain statique, et taux, c'est la constante de temps. Okay. Je vais rappeler ici. Je rappelle, en fait, une constante de temps, c'est toujours en secondes. Après, donc, le gain K, ben, ça va dépendre du problème. Là, par contre, ça, c'est là. Par contre, taux, ce sera toujours donc, des secondes. Alors, par rapport à ce qu'on a pu dire tout à l'heure, donc, ici, donc, le gain statique, pour rappel, c'est le rapport qui va exister donc, quand ce qu'on appelle le régime permanent est établi entre l'amplitude de la sortie et celle de l'entrée. Donc là, on avait dit qu'il faut avoir C égale à CNIV. Donc quand j'ai C égale à CNIV, j'ai bien le gain, donc grand K ici qui vaut 1. Donc ça veut dire que numériquement, j'aurais bien, au bout d'un temps suffisamment long, qui va correspondre au temps de réponse, j'aurais bien donc la sortie donc Y qui va être égale à mon entrée, la consigne. Donc là, voilà, donc on voit que si la condition qu'on avait évoquée, C égale CNIV, est satisfaite, on a quelque part la garantie que le niveau dans la cuve correspondra bien donc, au niveau de la consigne, la valeur de la consigne. Alors ensuite, le rôle de taux, pour vous le rappeler, donc ça correspond à la rapidité du système. Donc en gros, donc cette constante de temps en secondes, plus elle va être grande, donc plus votre système mettra de temps à répondre. Okay, donc plus il va être entre guillemets lent. Alors ça se conçoit bien si on regarde donc la manière dont ça s'exprime. Ici, on voit que plus S est grand, plus taux est grand. Donc en gros, plus la section de la cuve est importante, plus le niveau mettra du temps à monter. C'est normal, parce qu'on a une section plus importante, il faut plus en fait de volume pour accroître en fait le niveau d'une même quantité. À l'inverse, on voit que plus G sera grand, plus taux sera petit. En gros, ça veut dire que plus on va remplir donc la cuve, je dirais, rapidement pour un même écart, forcément, plus on aura un niveau important, plus ça va se remplir vite, forcément. Donc on voit que par rapport à l'expression de taux, on est cohérent par rapport aux paramètres du problème. Voilà, donc ça justifie l'expression, il faudrait de la vérifier aussi. Donc la question suivante qui est posée, c'est justement pour tenter d'ajuster le gain G de notre système de régulation par rapport à des objectifs en termes de performance. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de déterminer la valeur de grand G qui va permettre d'avoir un temps de réponse dont l'ordre de grandeur est de 12 secondes. Donc on voudrait qu'au bout de 12 secondes environ, on ait donc le niveau de consigne qui soit atteint. Alors pour vous aider, il y a une petite indication. On vous rappelle que pour un système de ce type-là, donc de type premier ordre, ce qu'on appelle le temps de réponse à 95%, donc le temps de réponse en gros, c'est le triple de la constante de temps taux qui est évoquée plus haut. Okay, donc sachant ça, on se donne 2 petites minutes pour tenter de répondre à la question.
Donc là, comme indiqué, la démarche, c'est donc d'identifier. Hein, il faut identifier donc l'expression de taux qu'on a ici, donc qui est S sur CNIL, donc G fois KV avec le temps de réponse divisé par 3. On peut rappeler donc l'expression de taux. Ici, donc c'est grand S divisé CNIL fois G fois KV. Donc, on identifie, comme on a dit, il y a TR sur 3. Donc, temps de réponse qu'on veut divisé par 3. Donc, le fait d'écrire donc l'égalité entre les deux, ça vous donnera en fait votre G qui sera égal donc à 3 fois S sur CNIL fois TR fois KV. Et on recherche. Ça marche. Donc 3S sur donc, CNIL TR KV. Donc forcément, pareil, c'est cohérent. Hein. Plus vous avez ici le temps de réponse donc, souhaité qui va être petit, plus en fait G devra être grand. Ensuite, pareil, moins votre vanne va être puissante. Donc puissante au sens doté d'un KV petit, en fait, d'un plus G devra être grand. Okay, et pareil, on a dit en fait d'un G va aussi varier dans le même sens que S. Donc, tout ça, c'est logique et cohérent. Alors, question 14. Alors, le sens de la question 14, donc, quel est-il? Alors, dans tout ce qui est actionneur, que ce soit des vannes, que ce soit des moteurs, que ce soit donc des systèmes de chauffage, etc., on est confronté donc à des limites de puissance, à des limites d'actionneurs donc, qui ne pourront pas dépasser donc, certaines valeurs de sortie. Okay, donc, la question qui est posée donc, en 14, c'est en disant, ben voilà, j'ai ma vanne pilotée qui ne peut pas donc, fournir un débit plus grand que QE max. Une valeur en fait comme ça. Donc la question qui est posée, c'est en supposant au départ que la cuve est vide, quelle sera la valeur maximale de la consigne qu'on va pouvoir donc demander pour être certain de ne pas dépasser cette valeur de QE max. Donc, en fait, en gros, c'est quelle est la valeur de la consigne qu'on peut demander au début quand la cuve est vide pour être certain de ne pas saturer l'actionnaire. OK? Donc là, la manière de faire, c'est de réfléchir un petit peu en regardant donc, le schéma bloc, en regardant la manière dont se propagent en fait, les signaux pour tenter de répondre à la question. Et on se donne 3 petites minutes pour tenter de répondre à ça.
Ok, donc comme j'ai dit, le raisonnement pour ça, donc bon, il est facile. En fait, il faut s'appuyer, par exemple, sur la lecture du schéma bloc qui est là. Donc ici. Donc si on se place, j'irai dans le cas le plus défavorable. Donc, le cas le plus défavorable, c'est au départ, vous avez donc votre cuve qui est vide. C'est-à-dire que le niveau ici, Y, donc, vaut 0. Donc suite à ça, comme le niveau vaut 0, donc la tension donc, ramenée donc, par le capteur ici sera elle aussi égale à 0. D'accord? Donc, on suppose ici qu'on applique en tant que consigne le delta Y max qu'on recherche. Donc, ici, si j'ai delta Y max, donc j'aurai ici donc C fois delta Y max. Donc, comme là, j'ai 0, ben, après le comparateur, j'aurai encore une fois donc C fois delta Y max. Ensuite, fois G, ça me donnera donc la tension de commande de la vanne. Donc, en fait, ici, j'aurai donc C fois G fois delta Y max. Et le tout fois KV, ça va me donner en fait le débit qui va être appliqué donc, à l'entrée de la cuve. Okay, et donc, c'est à ce moment précis que, comme c'est à ce moment-là que l'écart est le plus important, donc à t égale à 0, que je peux avoir potentiellement le débit le plus important. Donc, ce qu'il faut vérifier finalement, c'est tout simplement que le produit delta Y max, donc fois C, fois G, donc fois KV, soit inférieur au débit donc, maximal possible, QE max. D'accord? Donc, la valeur limite, en fait, c'est donc la suivante. Là, on peut dire, donc on doit avoir, on a dit le delta Y max, et donc que multiplie C, que multiplie G, que multiplie KV. Ça, la limite, ça peut au plus être égal à la valeur QE max, du débit en fait maximal qu'on s'est fixé. Okay. Donc d'où la valeur donc, de delta Y max. Okay. Ça va nous donner donc ici notre delta Y max, simplement. Ce sera donc notre QE max. Donc CGKV. Divisé par tout simplement. Alors ça paraît pareil, encore une fois, une remarque un peu artificielle, mais le problème, c'est pas forcément un souci, je dirais, technologique quand on va saturer l'actionnaire. C'est-à-dire que la cuve, bon, de fait, elle va continuer à se remplir. Le problème, c'est plus un problème, je dirais, d'ordre théorique. Donc, quand vous avez donc, une partie du système qui va saturer, par exemple, l'actionneur, là, votre système n'est plus, comme on dit, linéaire. Ça veut dire que tous les outils théoriques qu'on utilise pour le contrôle, donc toutes les fonctions de transfert, etc., ben là, ils ne sont plus applicables. Donc, on est dans un domaine de fonctionnement du système qui n'est plus à la portée donc, des outils théoriques qu'on utilise pour mettre en place les lois de contrôle. Donc, ça veut dire que ben, finalement, on sait plutôt prédire, on sait plus vraiment prédire ce qui va se passer. D'accord? Donc, on est en dehors du domaine de vol de la théorie. Donc là, si on voulait utiliser des saturations, il faudrait donc l'étendre, passer à ce qu'on appelle le contrôle des systèmes donc non linéaires. Après, l'autre solution, ça consiste à faire en sorte de rester toujours un peu dans le précaré de la théorie qu'on utilise pour le contrôle, ce qu'on ferait plutôt ici. OK. Alors, donc pour la question 15, l'idée par rapport à tout ça, c'est de tenter de tracer la réponse indicielle correspondante. Alors, petite indication, c'est noyé quelque part dans l'énoncé, mais pour les valeurs numériques, vous avez donc CNIV, donc ça correspond à 10 volts par mètre pour les applications numériques. Je vous réindiquer ici. Les applications numériques.
Vous aurez donc C égale Cniv. On sera à 10 volts par mètre. Après, donc le kV, c'est 0,5. Donc, c'est des litres enfin, par seconde et par volt. Et si on le traduit, donc kV, ce serait 5 10-4 mètres cubes par seconde par volt. Cubes par seconde par. Donc là, l'idée, c'est de réappliquer donc, ce qu'on avait vu sur les premières questions pour le tracé de la réponse indicielle en boucle ouverte, mais tenter d'appliquer ça. Donc cette fois-ci, la réponse indicielle du système qui va être doté de cette loi de commande-là. Donc le plus simple, tout simplement, c'est d'utiliser la fonction de transfert, donc TBF de P, qu'on a établie plus tôt. Et donc juste de tracer sa réponse indicielle pour vérifier un peu les prévisions qu'on a faites par rapport aux différents calculs de G, etc. Bon, on se donne 5 minutes à peu près pour faire ça. Et pareil, c'est des questions par rapport à la mise en œuvre sous Python, etc. N'hésitez pas à poser des questions dans la fenêtre de conversation.
Ok, donc pour le tracé de la réponse indicielle, comme tout à l'heure, je vais vous mettre les éléments dans la fenêtre de conversation, donc un par un. Alors, en premier lieu, donc l'idée c'est de mettre à jour donc, les constantes qu'on va utiliser pour la simulation. Donc il y a la valeur du capteur de niveau sénile, donc ça c'est mis, le temps de réponse qu'on souhaitait, donc 12 secondes, et la valeur donc, du gain de la vanne. Donc, en premier lieu, en fait, on va calculer la valeur du gain G, ici qui doit correspondre à un temps de réponse de 12 secondes. Donc, quand on fait ce calcul, la valeur qu'on va obtenir approximativement, donc l'affichage, donc on a avec Python, alors le problème c'est qu'il n'est pas avare de virgule quand on met pas de formatage. Voilà. Donc, la sortie de Python dans ce cas-là, c'est vous donner bon, un gain de 6,28 en fait, c'est ni plus ni moins que 2 fois pi en fait en l'occurrence. Et voilà, ça vous garantit normalement votre temps de réponse donc, à 95% de 12 secondes. Premier point. Ensuite, pour la valeur ici donc de delta y max, donc on applique directement donc, la formule qu'on a pu établir. Donc, par contre, ici, donc, on a bien le QE max à 5 litres par seconde, donc on a C égale à C1000. On applique la formule donc, sur le delta Y max qu'on a pu trouver. Et normalement, donc, la valeur qu'on va trouver, c'est environ 16 cm. La sortie qui affiche Python, ce cas-là, ce serait ceci. Pareil, il y a un plein de virgules, mais donc essentiellement, c'est 16 cm. Voilà. Donc l'idée, c'est de vérifier ça avec notre simulation de la réponse indicielle. Alors, comme j'ai dit, le plus simple, c'est de mettre en place la fonction de transfert donc en boucle fermée, donc TBF de la cuve, donc avec la fonction transfer function qu'on a sur CP. Donc, ça donne tout simplement ça. Donc ici, on a le gain K, donc C sur Cnil, donc qui doit être égal à 1, hein, que ce qu'on a pu mettre. Voilà. Ensuite, la constante de tantôt, telle qu'on l'a exprimée. Et pareil, donc on exprime la fonction de transfert de la cuve, donc c'est un premier ordre, ou de gain statique grand K. Donc on voit ici qu'au numérateur, on a juste la constante K donc, dans la liste. Et ensuite, au niveau du dénominateur, on a taux, virgule 1, pour exprimer que c'est le polynôme, donc taux fois P plus 1. Donc 1 plus taux P qu'on recherche. Ensuite, on peut définir la durée d'observation du signal. Donc là, typiquement, 15 secondes, ça devrait suffire. Et normalement, on a un temps de réponse de 12 secondes. Donc on prend par exemple durée 2 égale 15. Et ensuite, pour le pas temporel utilisé pour le tracé, ce qu'on fait souvent, c'est s'appuyer sur la constante de temps. Donc, comme on sait que la constante de temps, normalement, ça correspond à la vitesse à laquelle le système répond. Donc, si on prend un pas temporel du type taux sur 10 ou taux sur 20, on aura normalement un tracé qui va être relativement fin. Donc là, on prend le parti de prendre ici taux sur 20. Voilà. Ça, c'est mon pas donc, temporel. Et ensuite, donc, si on se rappelle, pour calculer l'échelle temporelle, on va utiliser donc, la fonction de NumPy, en fait, InSpace. Donc, il faut déterminer le nombre de valeurs. Donc, le nombre de valeurs qu'on va prendre, ce sera ici. Donc, durée 2 divisé par pas, donc considéré comme un entier. Un typecast, c'est un transtypage. Donc, on aura le nombre de valeurs à considérer. Et on pourra utiliser donc, la fonction linspace. Par contre, fonction de ce qu'on prend, on ne sait pas exactement s'il y aura une valeur en plus ou en moins. Donc, dans ce cas-là, quand on fera appel à la fonction step, on va récupérer l'échelle temporelle que lui a utilisée pour être sûr de ne pas se tromper en fait, d'un élément. Voilà. Donc là,
comme tout à l'heure, on fait appel ici à la fonction step, donc, du mode signal de CP. Et donc là, on va récupérer donc temps 2, c'est l'échelle temporelle. Donc Y2, donc, ce sera la valeur de la sortie. Donc on calcule la réponse indicielle donc, sur la fonction de transfert HDF cuve, okay, en précisant comme échelle temporelle donc, l'inspace donc, allant de 0 jusqu'à durée 2 et comportant NB valeurs. Okay. Donc, la valeur que ça va nous retourner, il faut faire attention que ça correspond à une réponse indicielle. Donc, il faut la mettre à l'échelle avec l'amplitude de l'échelon qu'on aurait souhaité appliquer. Donc, nous, on voulait appliquer un échelon d'amplitude delta Y max. Donc, on remet à l'échelle avant d'afficher avec cette opération-là. On multiplie l'ancienne valeur l'ancienne séquence Y2 par delta Y max. Et ensuite, à partir de là, on peut tracer donc, la réponse souhaitée. Alors, si je détaille, hop. Donc, chacun des appels. Alors, au passage, vous voyez, la première ligne qui vous est donnée, c'est plt.figure2. Alors, à quoi ça sert? Ça permet d'avoir plusieurs figures graphiques en même temps sur votre bureau. Parce que si vous ne mettez pas ça, vous allez réécrire sur l'ancienne figure. Donc, après, vous pouvez désigner autant de figures que vous voulez, donc 1, 2, jusqu'à n. Et quand vous tapez donc, plt.figure le bon numéro, vous rendez active la fenêtre en question. C'est celle-là sur laquelle vous allez venir dessiner. Donc là, on décide d'avoir une deuxième figure qu'on appelle donc figure 2. Là, comme tout à l'heure, on fait appel à la fonction plot en mettant en abscisse l'échelle temporelle, en ordonnée donc la réponse indicielle. On souhaite que le tracé soit fait en vert. Donc, color égale red. On met les échelles, donc les légendes en X, donc, le temps en secondes. En Y, c'est la sortie, en fait, c'est la hauteur d'eau dans la cuve, de fluide dans la cuve en mètres. Et ensuite, on met un titre. Et pareil, on se rappelle que l'affichage n'est fait que lorsqu'on fait appel à la fonction plt.show. Okay. Et donc, ce qu'on va obtenir, ce sera quelque chose comme ceci. On regarde un petit peu. Alors, donc là, c'est le résultat qui est obtenu directement par Python. Alors, ce qu'on peut retrouver, donc ici, c'est à t égale 12 secondes. En fait, si on fait le calcul, on aurait très sensiblement donc, 95% de la valeur asymptotique. Et cette valeur asymptotique, elle correspondrait en fait à 0,159, etc. Donc, on a bien le temps de réponse souhaité. Et ensuite, donc, si on avait donc, fait le calcul, on aurait pu vérifier qu'à aucun moment, entre l'instant t égale à 0 et l'instant t égale 12, on a le débit entrant qui va en fait dépasser notre QE max. De toute façon, comme on l'a dit, le cas le plus défavorable, c'est à t égale à 0. Comme la cuve est vide en fait, à t égale à 0, c'est là où l'écart par rapport à la consigne, en fait, il serait de 0,16 environ, est le plus important. Donc là, on aurait tendance à remplir le plus rapidement possible. Voilà. Alors, par rapport à l'énoncé, je ne vais pas en dire, en faire davantage avec vous pour ne pas introduire en fait, de distorsion par rapport aux autres groupes. Par contre, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Ce que je ferai, je mettrai à disposition le corrigé donc, pour la fin de la semaine, donc avec donc, le corrigé